Donc bonjour à tous, merci pour l'Occitanie et tous les organisateurs pour l'invitation. Je vais en effet vous parler de Pire, mais c'est en fait que la moitié de mon exposé, puisque je vais embrayer aussi sur la politique open access de l'INRIA que l'on mène depuis maintenant quelques années. Et donc voilà, mon propos en fait commence par le projet européen Pire, qui est un projet qui a eu lieu entre 2008 et 2012. Au départ, c'était 2008-2011, mais ça a été étendu à 2012. J'avance tout de suite, peut-être. Voilà. Donc le projet PIR, en fait, c'était à l'initiative des éditeurs scientifiques de STM, qui est l'association des éditeurs scientifiques, qui a, c'est un peu trivial, mais sauté sur l'occasion d'un appel à projet européen pour mettre en commun des partenaires privés et des partenaires publics pour donner accès à des résultats scientifiques, et qui ont donc proposé de faire un projet européen pour étudier l'impact de la diffusion en open access des publications scientifiques et de l'édition scientifique. Voilà. INRIA a été partenaire de ce projet en embarquant parfois un petit peu malgré eux HAL et le CCSD pour accompagner, en fait, vous allez le voir un petit peu plus loin, un développement technologique qui permet de traiter des sources hétérogènes d'articles pour les redistribuer dans des archives ouvertes partenaires. Voilà. Donc les principes généraux du projet PIR, c'était de mettre en place un observatoire pour voir les impacts de la diffusion en libre accès des articles scientifiques. Donc en fait, je mets tout d'un coup. Donc en fait, le principe de base, c'était d'offrir un espace neutre, c'est-à-dire, alors neutre, on va mettre quand même des guillemets, même si je ne les ai pas mis. Le principe de neutralité, c'était qu'il n'y ait aucune intervention du monde des documentalistes et du monde institutionnel dans ce process de mise en ligne des articles scientifiques. Et c'est pas si neutre que ça. L'action devait se limiter aux publications européennes, donc les ressources sont internationales, mais comme on était dans le cadre d'un projet européen, on devait se focaliser uniquement sur les publications européennes. Et en fait, le projet a pris comme critère de choix que l'auteur correspondant devait appartenir à un laboratoire ou un institut de recherche européen. Et en fait, le dernier point philosophique de ce projet, c'est que ce n'était pas la version éditeur qui était diffusée en libre accès, mais la version finale, reviewée, mais non formalisée de l'auteur. Donc on est sur une version auteur des publications. Donc voilà, schématiquement, comment ça s'est passé. Donc on a la partie qui est, alors attendez, parce que à votre gauche sur la phase 1 d'un document qui est tout ce qui est au niveau du chercheur et qui reste encore dans le domaine public. Et c'est cette fameuse phase 2 qui est intermédiaire entre encore l'investissement des institutionnels et des scientifiques autour du document et un début d'investissement éditorial par les éditeurs sur le reviewing et toute la chaîne de reviewing. Et donc c'est ces documents à l'issue de cette phase 2 qui sont diffusés, qui sont diffusés dans le cadre du projet PIR. La phase 3, donc c'est-à-dire les articles publiés, ne sont pas concernés par le projet, sauf peut-être sur certaines revues qui ont proposé de mettre en diffusion directement la version finale. Donc les éditeurs participants, ils sont regroupés ici. Donc on retrouve les grandes maisons d'édition, tous regroupés autour de l'association STM. Voilà, donc on les a un petit peu qualifiés de requins. Et les archives participantes, pareil, je vais tout mettre en place. Donc on a évidemment HAL pour la France, mais bon, c'était aussi parce que c'était un système. Ce qui a attiré aussi l'expérimentation, la participation de HAL, c'est que c'est un système centralisé, fédéral, alors que globalement, dans le paysage européen des archives ouvertes, on a énormément d'archives ouvertes. Très institutionnel et pas tellement à des niveaux nationaux comme on peut le connaître avec HAL. Donc on a nos collègues de la Max Planck Digital Library avec iCidoc, Göttingen qui sont aussi des collègues allemands.
SSOAR, c'est la spécificité, c'est que c'est une archive thématique en sciences humaines. Donc là, c'était aussi pouvoir s'appuyer sur une archive thématique et non pas institutionnelle pour la diffusion des articles en open access. Et puis on a encore 2 autres archives institutionnelles liées à nos collègues de Dublin et de Debrecen. Et enfin, on avait la Bibliothèque nationale des Pays-Bas pour l'archivage pérenne à long terme, puisque, comme le disait Christine tout à l'heure, le libre accès, c'est bien, mais maintenir l'accès aux documents sur le long terme, c'est aussi très bien, et il faut vraiment y être très vigilant. Et donc, l'ensemble des documents du projet sont archivés de manière pérenne par nos collègues néerlandais. Donc le fameux observatoire PIR, c'est la boîte noire, c'est là où les forces de l'INRIA se sont vraiment concentrées. Donc en fait, le projet, les éditeurs ont choisi 241 titres de journaux avec des critères, des journaux qui ont des facteurs d'impact énormes, des facteurs d'impact très bas, des revues pluridisciplinaires, des revues très centrées au niveau de la discipline. Et donc sur l'ensemble du projet, les éditeurs ont proposé 53 000 manuscrits. Donc sur ces 53 000 manuscrits, ouais, c'est dommage, il aurait fallu un pointeur. Donc c'est la partie à droite. Donc les éditeurs ont soumis donc la moitié de ces manuscrits au niveau, oui c'est ça, et 100% des métadonnées pour qu'on puisse savoir si l'auteur correspondant était européen. Dans le même temps, les mêmes éditeurs ont envoyé des courriers à tous ces auteurs correspondants pour les inviter à déposer soit dans une des archives ouvertes participantes, soit dans un formulaire anonyme qui est pour ceux qui ne pouvaient pas accéder à ces archives institutionnelles. Donc c'était un petit peu la philosophie du projet. La moitié des publications sont déposées par les éditeurs en direct et l'autre moitié ont proposé aux auteurs de déposer leur publication dans le cadre du projet PIR. Donc toutes ces données sont moulinées par le fameux Pierre Dépôt qui permet de redistribuer en respectant les métadonnées, les standards de métadonnées vers les différentes archives participantes, plus le dépôt à long terme auprès de nos collègues néerlandais. Donc au final, sur les 53 000 manuscrits, seulement 22 500 ont été en fait ont passé le crible du Pierre Dépôt pour arriver au jour d'aujourd'hui à 19 000. Alors, bon, c'est des chiffres qui sont à revoir évidemment parce que je dois vous dire que le projet PIR ayant été arrêté, enfin s'étant terminé en septembre 2012, du coup on est sur une traîne de projets, mais donc aujourd'hui il doit y avoir à peu près plus de 19 000 manuscrits qui sont diffusés depuis PIR sur les instances, dont l'instance gérée par le CCSD. Donc voici en fait l'évolution du projet, et là c'est un peu le fameux neutre qui se voit ici, c'est-à-dire que donc on a effectivement énormément de dépôts de la part des éditeurs, on a même augmenté cette portion, donc de 50%, on est passé à beaucoup plus pour avoir de la matière, pour que les groupes de recherche puissent travailler, et donc sur la période, on a 170 auteurs qui ont eu le geste de déposer leur article suite à une invitation des éditeurs. Donc moi je pense que c'est, enfin on en reparlera un petit peu plus loin sur les conclusions, mais il est clair que pour un auteur, recevoir un message d'un éditeur de diffuser en open access, ça semble pas être naturel du tout. Donc à suivre. Donc le projet PIR a fait appel à 3 équipes de recherche pour étudier justement le process de mise en ligne en open access des journaux, des articles scientifiques. Donc un premier groupe sur les usages, donc piloté par David Nicolas. Donc là, globalement, tous ces groupes sont appuyés à la fois sur les aspects visibles des dépôts, c'est-à-dire les chiffres tels que je viens de vous montrer, mais aussi énormément d'enquêtes. Ils ont envoyé pas mal d'enquêtes à beaucoup de scientifiques, notamment grâce aux listes d'auteurs qu'on a pu récupérer depuis les articles.
Le deuxième groupe, aussi très intéressant, c'est sur l'économie de l'open access, sur les coûts. Et là, vous verrez que les résultats sont assez intéressants à étudier. Et enfin, sur les comportements et notamment, comment se fait-il que les auteurs n'adhèrent pas à un discours d'un éditeur pour diffuser en libre accès son document, même s'il reçoit un message très direct. Donc, quelques résultats de ce projet. Donc, sur la consultation, alors là, c'était bon, pas trop de surprise, mais en fait, un article qui est diffusé en libre accès ne pénalise pas du tout la version éditée, au contraire, et il attire du monde sur la version éditée. En moyenne, plus 11% de fréquentation par rapport à un article qui n'a pas sa version en libre accès, et avec des variantes quand même sur les disciplines, puisqu'on arrive à plus 20% pour les scientifiques et plus 4% pour le domaine des sciences humaines. Donc, oui, donc un article en libre accès n'est en rien pénalisant pour un article diffusé par un éditeur. Au niveau des coûts, donc côté éditeur, les coûts sont répartis en fait entre la partie reviewing de l'article, la mise en forme, tout ce qui est édition, et les coûts de plateforme qui sont assez faramineuses. Donc ça va de mémoire de plusieurs centaines de milliers d'euros à 1 million d'euros pour les plateformes gérées par les éditeurs. Côté archives, donc là, les coûts sont aussi variables et paradoxalement, ça varie suivant la typologie de document. Par exemple, un rapport coûte nettement moins cher qu'un article, évidemment. Les coûts sont liés aux ressources humaines qui sont investies dans l'archive ouverte. Par contre, ce qui a été impossible à évaluer, c'est les coûts de plateforme, ni les coûts organisationnels, du fait que les plateformes sont noyées dans des investissements institutionnels et parfois c'est pas aussi évident d'avoir de manière assez fin le coût d'une plateforme, même si je pense qu'il faudrait quand même réfléchir à la question fortement, notamment quand on a une plateforme qui a une dimension nationale comme HAL. Ou pour un établissement qui se met dans une démarche de mettre en œuvre une archive ouverte et justement d'analyser quel est pour lui le meilleur investissement. Est-ce qu'il vaut mieux s'appuyer sur une plateforme fédératrice comme HAL ou une plateforme institutionnelle avec les pour et les contre qui peuvent être associés. Mais globalement, donc on arrive à une comparaison au niveau des articles, donc juste au niveau des articles, indépendamment de tout coût de plateforme, que ce soit côté éditeur ou côté archive ouverte. Donc alors désolé, c'est en dollars pour côté éditeur, de 420 à 650 $. Je fais un petit peu écho de ce que disait Pascal tout à l'heure sur le modèle auteur-payeur. On est loin entre le coût et la valeur, donc ça va parfois du simple au x10. Et côté archive ouverte, alors là c'est du 10 à 110 €, donc là on a quand même un coût nettement inférieur pour le traitement des documents scientifiques. Donc les conclusions, vu côté éditeur, évidemment, et on le voit de plus en plus, c'est que pour réussir l'open access, il faut investir massivement massivement, j'exagère un peu peut-être, mais investir dans le Gold Open Access et dans faire participer les auteurs d'une manière ou d'une autre dans les frais de publication. Donc c'est on voit le modèle auto-payeur qui se développe de plus en plus. Et c'est la conclusion qu'ils ont donnée à Bruxelles en septembre 2012 à la fin du projet PIR. Donc, dans certains pays, c'est une voie effectivement qui est privilégiée, comme la Grande-Bretagne avec le rapport Finch et la position de financer massivement plutôt ce mode de diffusion de la science plutôt que d'aller vers la voie verte. Donc quelques résultats. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que déposer en libre accès, en fait, n'a pas vraiment d'influence dramatique sur l'édition scientifique. N'en déplaise à certaines personnes qui défendent les éditeurs en SHS. Les identifications, on a identifié un déficit important chez les auteurs. 170 dépôts pour les auteurs, c'est pas normal. Donc il y a véritablement un enjeu de communication autour de l'open access auprès des scientifiques et d'une culture de diffusion immédiate de leur production. Voilà. Alors ça aussi c'est un résultat issu de
tout le traitement de ces documents et des métadonnées, on a une fragmentation assez forte des formats et des métadonnées, y compris chez les éditeurs. Donc, à la limite, c'est beaucoup plus un côté archi ouverte. On a des standards, on a OIPMH, on a Dublin Core, et pour avoir dû extraire des métadonnées de fichiers issus de certains éditeurs, c'est à s'arracher les cheveux. Et enfin, le coût très faible de l'open access, mine de rien, avoir un coût qui arrive à quasiment 10 € pour un document, c'est assez bas, et c'est vraiment dommage de ne pas valoriser cette économie-là, le fait que la science peut être aussi, non pas gratuite, mais largement diffusable, sans barrière financière pour les lecteurs. Ben voilà, j'ai un petit peu anticipé. Donc oui, le rapport Finch. Là, ça c'est un point de vue assez INRIA, c'est-à-dire un certain flou aussi côté institutionnel. On le voit, y compris dans ce qui vient d'être cité, pas une position très franche, ni en faveur du gold, ni en faveur du green, mais une position, on va dire, médiane, où les deux modèles sont à étudier. Mais du coup, ça risque d'être le cas en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, à avoir une partie des finances dédiées à la recherche complètement détournée vers le monde éditorial privé, ce qui, à mon sens, est un petit peu illogique. De même, on aurait pu penser que les éditeurs, dans les phases de négociation, et je pense que tous les professionnels du IST sont bien placés pour le voir, n'introduisent pas les bénéfices de l'open access, y compris Gold, dans leur modèle économique. Et donc, une revue qui aurait la moitié de ses articles financés en open source ne réduit pas de 50% son abonnement, bien au contraire, continue d'augmenter ses tarifs d'année en année. Donc, la conclusion, c'est que, enfin, bon, là, je prends plutôt la vision INRIA, c'est qu'il faut reprendre largement la main sur la diffusion de nos productions scientifiques. Christine le disait tout à l'heure, l'investissement, il est fait par les institutionnels, des scientifiques payés sur des financements publics. Toute la chaîne de reviewing, de validation des contenus scientifiques sont faits aussi sans contrepartie financière par les scientifiques des institutions. Et donc là, il est tout à fait normal et légitime de se réapproprier tout ce travail pour le diffuser selon nos modalités, selon les modalités des institutions. Et donc, en fait, on voit émerger aussi de nouveaux modèles, comme l'a un petit peu évoqué Pascal tout à l'heure, sur les épijournaux. Et donc l'INRIA se lance évidemment sur cette politique du libre accès. Donc à présent, j'ai terminé sur le projet PIR. Je ne suis pas trop le temps, mais c'est pas grave. Et donc je vais vous parler maintenant de l'INRIA et de sa position au niveau du libre accès. Donc l'INRIA, c'est l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Alors, je ne sais pas si la réciproque est vraie, mais parfois on nous confond avec l'INRA. On oublie le I. Nos plantes ne sont que numériques, ne sont pas encore naturelles. Donc c'est un institut de recherche qui est un EPST, qui a de petite taille, 4290 personnes, c'est pas si énorme que ça, avec donc 8 centres de recherche répartis sur le territoire, et on fonctionne en équipe projet. Une équipe projet, c'est un groupe de 10 à 30 personnes avec un leader scientifique qui travaille sur une thématique pendant une période qui va de 7 à 12 ans en moyenne, et qui chaque année donc fait des rapports d'activité sur leur recherche scientifique. Donc annuellement, on a autour de 4850 publications produites, voilà, et on a donc 1000 doctorants et 100 post-doctorants dans nos effectifs. Donc le libre accès à l'INRIA, en fait, c'est une démarche qui maintenant commence à un petit peu dater. Donc on a très tôt pris des contacts avec le CCSD pour mettre en place, en fait, donc on n'a pas du tout, enfin,
après étude en interne, on n'a pas du tout fait le choix de développer un outil ou de prendre un outil du type DSpace, mais plutôt d'aller participer à travers un portail à Halle. Et donc, depuis 2005, l'INRIA a son portail institutionnel, Halle, INRIA, qui est ouvert à tous les chercheurs, INRIA mais pas que, pour déposer des publications dans le domaine de l'informatique et de l'automatique. Donc évidemment, comme beaucoup d'instituts français, on a signé la déclaration de Berlin en 2004 et on a mis en œuvre, puisqu'on a ouvert l'archive ouverte derrière. Depuis cette année, donc, en fait, on a un mandat institutionnel, c'est-à-dire qu'à compter de 2013, toutes les listes de publications officielles issues de l'INRIA sera uniquement basée sur les publications déposées sur HAL INRIA ou HAL, peu importe le dépôt, mais déposées sur HAL, c'est l'obligation. Tout ce qui ne viendra pas de HAL ne sera pas comptabilisé, ne sera pas repris. Donc on reprend en fait la même philosophie, la même vision que l'Université de Liège. Et ça a un effet rétroactif puisque en 2013, toutes les équipes sont évaluées tous les 4 ans et donc les équipes qui sont évaluées en 2013 doivent déposer l'ensemble de leurs publications depuis 2009. Ce mandat concerne, ça c'est assez important, le full text. Donc on demande aux chercheurs de déposer le full text. Donc on est la première année, on va être un petit peu coulant en année 1, mais vraiment sur la philosophie de l'INRIA, c'est que le full text soit disponible. Donc la version auteur, systématique évidemment, sans embargo, ça aussi c'est une position institutionnelle, d'impliquer aucun embargo sur les documents produits. Et donc, pour faire adhérer les chercheurs, on réalise quelques services, des interfaces, des outils. C'est un peu évoqué dans la présentation de Pascal. Pour faire adhérer les chercheurs, il faut qu'ils aient un bénéfice, pas seulement un bénéfice de visibilité, mais un bénéfice d'usage. Et donc, avec notre équipe informatique, on a beaucoup travaillé sur ces éléments-là, notamment la réalisation de leur rapport d'activité à la volée en direct depuis HAL, l'alimentation de toutes les pages web. Alors c'est officiel côté inria.fr, toutes les pages dédiées aux publications sont alimentées par HAL et toutes les pages des équipes peuvent l'être, mais bon là pour l'instant on l'impose pas. Oui, évidemment toutes ces expérimentations ou développements sont à un moment ou à un autre amenés au sein de HAL et sont toutes éligibles à être diffusées à travers la plateforme nationale. Donc, le bilan, on avait déjà, entre autres, par l'intermédiaire d'une culture du libre accès chez ces informaticiens assez forte, des taux de dépôt assez importants, depuis donc, là, 2009, 56% de notre production, pour arriver à 77% en 2012. Sur ces 77%, grosso modo, on est entre 50 et 60% du full text. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à 100% du full text dès 2013. J'ai quand même aussi mis en... Et ça va rejoindre peut-être une problématique de cet après-midi, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus aussi de demandes d'accompagnement liées à des manifestations scientifiques autour des conférences. Et donc là, on a déjà... accompagner 86 collections qui sont dans ce domaine-là. On fait aussi pas mal de publicité sur ScienceConf, qui est l'applicatif développé au sein du CCSD pour gérer les conférences. Donc néanmoins, il faut dépasser ce seuil pour arriver au 100%. Et donc là, on a pris des mesures en interne. Donc notre priorité forte, c'est le green, c'est ce que je vous annonçais tout à l'heure. Le dépôt systématique, sans embargo, des versions auteurs des publications, de toutes les publications INRIA, l'utilisation exclusive des listes extraites de HAL pour tout ce qui est évaluation,
Et enfin, un investissement, et donc là on en saura sans doute un petit peu plus cet après-midi, sur les nouvelles formes d'édition et de diffusion des documents scientifiques, et en particulier tout ce qui tourne autour des épijournaux, et donc proposer une offre de service au niveau d'Episcience en informatique, enfin en sciences numériques et en mathématiques appliquées. Au niveau du Gold, on ne ferme pas tout à fait la porte, tout de même, avec une position ferme et définitive, c'est le rejet de tout modèle hybride. Donc on demande aux scientifiques de ne pas payer, enfin de ne payer aucune publication en open choice ou en modèle hybride. Et au niveau du Gold, en fait, on suit les demandes sur lesquelles les chercheurs sont interpellés. On a par exemple un accord avec BMC pour prendre en charge les revues qui sont en open access natif, c'est-à-dire uniquement celles qui sont en libre accès. Néanmoins, ce modèle Gold, on le suit et on le surveille pour éviter toute dérive financière et vraiment privilégier la politique du Green Open Access et la diffusion, autant que faire se peut, de la version soit finale éditeur si c'est possible avec la voie verte ou la version auteur. Donc notre démarche, elle est partenariale. Donc ça a été annoncé tout à l'heure, on va devenir un des parents de l'UMS. Alors, UMS CCSD, UMS ALGE, CCSD, avec donc nos collègues du CNRS et le Presse de Lyon. Ce qui va effectivement demander de nous engager encore plus dans HAL et dans tout le CCSD. On y travaille et on sera là. Pardon, 2 minutes, d'accord. Au niveau de la BSN, donc comme l'a évoqué Christine, évidemment, il y a le segment 4 sur les archives ouvertes, mais on est aussi participant au segment 7 sur l'édition scientifique, puisque par la voix de Laurent Romary, on s'intéresse énormément sur les nouveaux modèles d'édition alternatifs, qui fait le lien avec Episcience, donc qui est proposer des solutions dans le domaine des sciences du numérique pour tout scientifique, pas seulement INRIA, pas seulement français. Donc c'est vraiment une posture d'accompagner les nouveaux modèles de diffusion des savoirs dans les domaines qui nous intéressent, donc les sciences du numérique. Donc, je vous retrouverai dans le PowerPoint quelques liens sur le projet PIR. Et puis pour terminer, je vous retransmets un témoignage de Laurent Romary. Alors certes orienté, Laurent Romary est quand même un pro archives ouvertes, mais en gros, pourquoi il est satisfait, et je pense qu'on pourrait, enfin, il y a beaucoup de chercheurs à l'INRIA qui pourraient reprendre son discours. Tout d'abord, c'est que HAL n'est pas une archive nationale, est une archive ouverte à dimension internationale, à très forte visibilité. Je vous renvoie vers le site de Webometrics sur la position de HAL dans les classements mondiaux. Les publications sont très facilement retrouvées, enfin indexées par tous les grands moteurs, que ce soit Google ou Microsoft Academic Research ou Bayes. Enfin bon, bref, il y a une très bonne visibilité. Il se sent à la maison. Donc là, c'est l'avantage d'un portail institutionnel, puisque effectivement, même si on est dans HAL, on a une charte identitaire graphique qui est complètement accolée à celle de HAL. Pour lui, donc, qui a connu HAL depuis ses débuts, HAL est devenu mature au niveau de la plateforme, notamment sur la facilitation du dépôt. Là aussi, il y a sans doute beaucoup de formation, information, communication à faire. J'ai encore beaucoup de chercheurs à l'INRIA qui sont restés sur oh là là, HAL, c'est une usine à gaz, j'arrive jamais à trouver mes affiliations. Et ça veut dire qu'ils n'y sont pas retournés depuis un certain temps. et en fait, donc là, on a énormément de communication encore à faire, même si on a des taux de dépôt assez importants. Et voilà, donc on a un accompagnement aussi assez fort côté INRIA, et voilà, je pense que je vais conclure là-dessus. Merci.